Je propose qu'on passe tout de suite la parole à Luc Gino. Si vous avez des questions, gardez-les en mémoire. Ne pas perdre supprimer mon truc. Le fil. Voilà. Alors, Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien, bon, d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous avez bien voulu faire à l'agence, des mots aimables qu'Emmanuel Hirsch a pu avoir en introduction. Et je vais essayer de répondre à la question qui est posée. Alors, je n'aurai malheureusement ni la capacité théorique des autres intervenants, ni le pragmatisme du collègue qui m'a précédé. Et en plus, je vais aggraver mon cas en en commençant par ne pas répondre au sujet et en parlant d'autre chose. Selon la bonne formule, ce n'est pas votre question, mais c'est ma réponse. Donc, je vais essayer de commencer déjà, parce que je crois que c'est important pour répondre à la question posée. C'est aussi de répondre à une petite musique qui circule en permanence depuis quelques temps et qui, en gros, les inégalités sociales ont été occultées, voire la puissance publique les a négligées, voire dans certains cas, les acteurs se sont heurtés à la puissance publique. Non pas que je pense qu'il fallait défendre ou justifier la politique qui a été menée, mais parce que je pense que la question de la lutte contre les inégalités, il faut qu'on arrive à la sortir de cette espèce de roue de hamster dans laquelle à chaque événement ou à chaque crise ou à chaque moment de notre histoire professionnelle, on a l'impression de tout réinventer. Du coup, je vais commencer pour vous dire par une petite préhistoire. Pour rappeler que la question des inégalités à la vaccination, pour nous, n'arrive pas le 1er janvier, 1er janvier 2021 sur un terrain vierge, qu'elle succède à un an de bataille contre le virus, qui elle-même s'inscrit dans une stratégie au long cours de l'agence sur la question des inégalités. Courant janvier 2020, je commencerai juste par la notion à laquelle nous sommes confrontés, celle d'un virus chinois qui débarque d'une ville de Chine à travers l'aéroport de Roissy. Et donc, dès le 2 février, l'agence, c'est très anecdotique, mais signe une déclaration avec des acteurs de la communauté chinoise, avec une palanquée d'associations de la communauté chinoise, une déclaration commune sur à la fois l'intérêt de la prévention et surtout sur le refus de la discrimination et le refus de l'exclusion comme modalité de prévention. Je dis ça parce que cette petite anecdote positionne le fait que dès le début, les questions de l'approche différenciée versus universaliste est une question qui a été au cœur de notre sujet. Le 24 février, c'est-à-dire quand même très très tôt dans l'épidémie, l'ensemble des associations de la grande précarité qui travaillent avec les uns avec les camps marrons, les autres avec les hébergements, les travailleurs migrants, les personnes de l'Asie, etc., est réunis et mettent en place une série de mesures qui vont début mars déboucher, enfin une première quinzaine de mars, déboucher sur une approche très spécifique et qui est la mise en place de centres d'hébergement pour personnes positives au Covid à la rue. Je rappelle que c'est le début de la prise en charge du Covid à domicile lorsque l'hôpital commence à être saturé. Prise en charge donc dans les centres ouverts ad hoc avec des équipes de transport, avec un certain nombre de choses comme ça. À l'arrivée aujourd'hui, ces centres auront accueilli plus de 2900 personnes qui sont soit à la rue, soit dans des hébergements collectifs. Et ensuite, tout au long du confinement, j'irai très rapidement là-dessus, le directeur général de l'agence et plus modestement son directeur de la santé publique ne cesse de communiquer, aussi bien par communiqué de presse, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur l'importance à accorder à la prise en charge de l'épidémie dans deux types de populations, dans les populations les plus exclues, la population hébergée, la population en logement collectif, fragile, et aussi dans une autre population que je n'aborderai pas ici parce que c'est peut-être trop compliqué, et qui est la question des personnes détenues ou des personnes dans des lieux de privation de liberté. Donc tout ça nous amène, mi-mars également, au fait que le cadre, Hugo Weber, que nous avions délégué en Seine-Saint-Denis pour remplacer notre délégué qui était parti, le cadre constate une surmortalité dans la Seine-Saint-Denis, notamment dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis. Ça m'inquiète fortement. Ça nous amène l'agence d'une part à lancer un sondage qui s'est passé un week-end dans les services d'état civil qui constate qu'il y a effectivement une surmortalité pas très éloignée de celle qu'on retrouvait à l'époque de la canicule qui avait marqué tout le monde, et confie à ce moment-là une étude à l'ORS qui sera, ça a été évoqué en introduction, qui sera la première qui mettra très très tôt en exergue le lien entre surmortalité et catégorie sociale des communes, avec un point qui a été moins porté, mais qui était notre angoisse à ce moment-là, qui était de se dire, et si cette surmortalité était liée au milieu hospitalier, et quelques enquêtes sont menées qui montrent que les habitants de Seine-Saint-Denis, par exemple,
n'ont pas moins de chances d'accéder en réanimation malgré la pénurie de lits de réanimation dans ce département, en raison notamment du système de régulation très fort qui avait été mis en place au début. Et finalement, à l'issue du confinement, on constate deux grandes choses. Je suis passé par là parce que ça va expliquer la suite de la vaccination. Le premier, c'est que grosso modo, chez les personnes en grande difficulté, chez les personnes hébergées, la situation n'a pas été glorieuse, elle n'a pas été, comment dirais-je, l'épidémie a créé des dégâts, mais elle n'a pas été l'apocalypse que nous craignons à l'entrée de l'épidémie et qui est celle qu'on a constatée dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc la situation, si ce n'est contrôlée, du moins a été plutôt traitée de manière très très proactive chez les personnes les plus en difficulté. Mais qu'à l'inverse, la surmortalité a frappé le territoire populaire, et ce, malgré cette action de régulation des réanimations que nous avions menée. En gros, nous avions été performants sur l'action en direction des l'épidémie, en tout cas relativement performants, nettement moins sur la question du gradient social, et ce, malgré une activité hospitalière très structurée. Et donc, en termes de, à l'issue, au printemps, à l'issue en phase de déconfinement, la stratégie de l'agence, qui va ensuite fonder sa vaccination, se stabilise et se déploie sur trois axes qui vont ensuite nous imprégner. Le premier, c'est de renforcer les moyens dans les quartiers et les territoires populaires avec deux moments forts pour nous. Le lancement d'une campagne de facilitation, enfin, d'appel au dépistage dans 32 communes qui sont caractérisées à la fois par un taux d'incidence fort, par un taux de dépistage faible et par une caractérisation sociale relativement défavorisée dans la plupart des cas, ces trois indicateurs étant évidemment très corrélés les uns aux autres, et la multiplication de stratégies d'aller vers avec ce qu'il faut bien appeler l'invention et dont la personnalité, je le dis assez franchement, revient au directeur général de l'époque, l'invention de barnums de dépistage qui commence symboliquement par Clichy-sous-Bois, Saint-Denis, Gennevilliers, Sarcelles, et qui ensuite s'étendent à d'autres communes, mais qui vont être systématiquement positionnés dans des logiques d'aller vers, toujours sur le dépistage, d'aller vers des quartiers, des communes, des populations identifiées comme relativement plus en difficulté pour accéder au dépistage. Et puis le troisième axe, sur lequel je reviendrai un peu dessus, c'est ce que nous définissons à ce moment-là comme une stratégie de coalition, c'est-à-dire le fait de se dire que parmi les raisons qui font que nous avons probablement manqué de performance de la formule clinique pour le traitement du gradient social de mortalité, du gradient social d'exposition, parmi ces raisons-là, il y avait probablement le fait de ne pas avoir réussi ou ne pas avoir même probablement essayé d'élargir le champ des acteurs, non seulement aux professionnels de santé dans leur diversité, mais également à d'autres acteurs, non seulement aux collectivités locales avec lesquelles nous étions en lien très très proche, mais également à d'autres acteurs qu'on appelle parfois la société civile. Et donc nous créons au mois de juin un groupe dit de liaison chez les inégalités sociales. Il y avait la volonté d'associer des acteurs différents de ceux avec lesquels nous travaillons d'habitude. Et puis ensuite, le programme qui s'appellera, alors le titre est d'une stupidité sans nom, mais malheureusement, nous n'avions pas trouvé mieux, qui s'appellera Stop Covid Ensemble, et qui est un programme sur lequel je reviendrai, qui visait à permettre à l'ensemble ou à un maximum d'acteurs de proximité d'intervenir sur un certain nombre de sujets, en particulier sur le port du masque dans l'espace public, qui à l'automne 2020 est un sujet majeur, en soutenant ces acteurs par à la fois des formations, mais aussi par la fourniture de matériel, par la fourniture de matériel pédagogique, etc. Et puis le troisième axe stratégique de coalition était de revivifier les contrats locaux de santé, qui était finalement un cadre de coalition avec les collectivités locales et avec leurs partenaires propres, qui avait été probablement un peu laissé de côté dans la phase début de la crise. Monsieur Guinaud, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu moins vite, un tout petit peu plus fort? Parce qu'on a ici, voilà. D'accord, un tout petit peu moins vite. Ça fait 40 ans que je n'y arrive pas. Un tout petit peu plus fort, je peux peut-être faire un effort. Voilà. Je peux, par exemple, ne pas mettre mes feuilles de notes sur le micro de l'ordinateur, ce qui peut éventuellement aider. Autrement dit, donc, nous avons une stratégie de réduction des inégalités. Je considère qu'elle se construit sur une espèce de tension entre deux polarités qui ont souvent semblé antagonistes. Un rôle pour l'agence de régulation et d'impulsion par des allocations de ressources, par des choix de priorisation, par un certain nombre de décisions positives, si je veux dire, et un pôle de coalition et d'alliance, qui est un pôle sur lequel on va dire qu'on essaie d'être dans une logique plus, on dit classiquement ascendante, parce que le problème est un peu plus sophistiqué que ça.
Et donc, on arrive à la stratégie vaccinale, sur laquelle je commencerai par dire qu'après avoir passé par la préhistoire, je passerai un deuxième passage qui est de ne pas réécrire l'histoire. D'abord, de se rappeler que la stratégie vaccinale au départ a été dictée par des contraintes qui ont été abordées par mon professeur, des contraintes qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, mais que nous n'avions jamais eues. C'est-à-dire des contraintes dans lesquelles il fallait livrer des vaccins à des températures absolument invraisemblables, dans des frigos dont personne ne disposait, dans des conditionnements sur lesquels nous ne savions pas si on pouvait tirer 5 doses, 6 doses, 6 doses et demie ou 7 doses par flacon. Et donc, dans des contraintes qui étaient tellement fortes qu'elles ont finalement, d'une certaine façon, conditionné une partie des choses. Deuxième choix, le choix qui a été fait en France, n'était pas anodin, parce qu'il est en particulier très différent, par exemple, du choix qui a été fait en Grande-Bretagne. Le choix qui a été en France a été de faire une vaccination organisée avec les acteurs de terrain, que ce soit les collectivités locales, les CPTS, les professionnels de santé, les établissements de santé, etc. Autrement dit, de monter un ensemble de dispositifs, une espèce de réseau qui permettent de coller au plus près du territoire, mais qui ne soit pas piloté de manière totalement descendante, telle que le NHS a pu le mettre en place, par exemple, autant qu'on peut en savoir. Et donc, dans ce rôle-là, le rôle de l'ARS était un rôle de structurer, de piloter, mais un rôle qui, sur la vaccination, devait en plus être partagé avec les collectivités locales et avec les préfets. Puisque les préfets avaient, vous savez, c'est un grand changement avec la situation, notamment sur le dépistage et sur l'isolement, mais surtout sur le dépistage, avaient un rôle tout à fait décisif, tranché par le Conseil des députés. Donc la stratégie se met en place courant décembre avec des points communs avec les points stratégiques que j'évoquais tout à l'heure, notamment la question du renforcement de l'allocation de ressources, avec un choix fait par le directeur général et dont je dis qu'il n'a pas été accueilli forcément avec l'enthousiasme qui semble être nécessaire, qui est de dire que les vaccins seront alloués dans chaque département proportionnellement à la population concernés. En l'occurrence, il s'agissait d'abord des personnes les plus âgées, ensuite on descendait progressivement, mais avec une correction qui était de surdoter, de tête c'est à peu près 10%, de surdoter les deux départements, le 93 et le 95, qui étaient les départements les plus défavorisés et les plus touchés par l'épidémie. Autrement dit, l'idée que la proportionnalité populationnelle ne suffisait pas à corriger les inégalités. C'est le point de choix, je redis que c'est un choix qui n'a pas été totalement biblique dans l'ensemble de l'appareil de décision. Le deuxième point commun, c'est le fait de mettre en place un aller vert. Donc, notre collègue en a parlé de manière tout à fait concrète. Aller vert qui était d'abord en direction des populations hébergées, puisqu'une fois de plus, nous avons donné une certaine façon de réciter, de sanctuariser les populations qui sont en particulier dans un hébergement collectif. Alors, on a parlé des EHPAD, Emmanuel, je ne sais pas les EHPAD, mais une des grandes préoccupations de l'agence est également d'atteindre d'autres populations qui sont notamment celles en foyer d'hébergement, en foyer de travailleurs, enfin de demandeurs d'asile ou en foyer de travailleurs migrants. Et puis ensuite, plus généralement, un aller vert qui va se mettre en place un tout petit peu plus tardivement, probablement de tête fin février, début mars 2021, en direction, là encore, des quartiers dits populaires, avec la mise en place de bus de vaccination, de barnums de vaccination, et ceci avec une contribution, j'en dirai un mot tout à l'heure, très très forte de l'assurance maladie. Et puis le dernier axe, c'est la mobilisation donc des réseaux communautaires de proximité, qui va très fortement monter en puissance au début, durant les 6-7 premiers mois de la vaccination, avec en particulier la formation massive de militants des associations. Il y a 1800 personnes qui ont été formées à comment est-ce qu'on va parler vaccination, comment est-ce qu'on essaie d'entendre les réticences et de travailler les réticences à partir de la diversité des personnes. Et c'est 1800 personnes qui ont été formées par un organisme de formation, le CODES, à qui on avait demandé d'assurer ce type de prestation. Et puis un appui très très fort sur les contrats locaux de santé. Tout ça dans un mouvement dans lequel finalement nous avions au moins appris la phase d'avant que si nous étions uniquement focalisés sur, on va dire, le réseau de la santé publique professionnelle, entre guillemets, ou en tout cas classique, nous allions passer à côté de ça. Et puis sur la vaccination, ça a été abordé là également, une spécificité tout à fait claire que nous avons probablement sous-estimée au départ, comme tout le monde, qui est la question de la prise du rendez-vous sur Doctolib. La prise du rendez-vous sur Doctolib, qui sert aujourd'hui d'espèce de poupée totémique dans laquelle tous les débats s'engouffrent, est un mécanisme qui a été indéniablement, mais tout à fait incontestable, un facteur d'aggravation des inégalités alors, je ne sais pas, j'ai l'impression d'entendre deux fois et à 30 secondes d'intervalle, mais je pense que je peux reprendre. Un facteur d'inégalité qui est tout à fait évident, qui, de mon point de vue, a probablement été un tout petit peu amplifié
notamment c'est-à-dire euh, tout le débat public très très fort qu'il y a eu sur la question de Doctolib comme obstacle à la vaccination des populations les moins habituées, qu'elles soient âgées ou pas âgées d'ailleurs, à la prise de rendez-vous. Ce débat-là a probablement éloigné un certain nombre de populations également autour de l'idée de toute façon, ça n'est pas pour moi. Qui est un facteur qu'on commence à voir émerger dans la littérature, notamment nord-américaine, qui est que, au-delà de ce qu'on appelle la littératie, il y a également d'autres mécanismes un peu plus compliqués qui sont des mécanismes d'auto-exclusion d'une certaine façon du système de soins autour de toute façon, ça n'est pas fait pour moi et de toute façon, je n'y arriverai pas. Et donc, je pense que la difficulté de Doctolib a été majeure, mais sur le fond, on voit bien qu'elle ne résume pas les difficultés, puisque lorsqu'on a eu, du fait de l'arrivée massive de doses, la levée des difficultés des rendez-vous sur Doctolib, les moments sur lesquels Doctolib a pu fournir des rendez-vous, ou lorsqu'on a pu ouvrir des centres de vaccination sans rendez-vous de manière massive, on a constaté que les inégalités d'accès entre les territoires populaires et les autres ne se réduisaient pas pour autant. J'ai même tendance à dire que je ne suis pas tout à fait sûr qu'elles ne soient pas exclues à ce moment-là. Autrement dit, les inégalités d'accès à la vaccination n'étaient pas uniquement liées à la prise de rendez-vous, elles relevaient d'un mouvement beaucoup plus large. Et donc, à partir de là, on met en place de nouvelles solutions qui sont d'abord un concept depuis un peu que Flores, mais auquel qui je crois va laisser des traces importantes et positives, c'est ce qu'on a appelé le ramener vert, pas très élégant. Le ramener vert, c'est en particulier l'expérience pour nous absolument principale du centre de la science humaine de Bobigny, qui décide de passer des coups de téléphone à toutes les personnes étant d'un certain âge, n'ayant pas consommé les soins, ayant l'AME, ayant la CME ou ayant la CTS. Et toutes ces personnes se sont vues téléphoner, proposer une vaccination. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est les premières réactions qui ont eu lieu, qui sont des réactions quasiment d'étonnement de ah bon, vous vous intéressez à moi et vous me proposez de venir me faire vacciner. Et on a eu à partir de là l'enclenchement d'un mouvement autour du rendez-vous vert qui probablement a été tout à fait décisif. Et puis ensuite, on a essayé d'inventer de nouvelles choses dans le partenariat, en particulier en allant chercher des acteurs nouveaux, en tout cas nouveaux pour l'agence, dans le champ du soutien à la vaccination. Je citerai deux exemples. Le premier, c'est les syndicats de salariés. Le syndicat de salariés, pour tout le monde, c'est la base. Enfin, il faut quand même savoir que pour l'Agence nationale de santé, ce n'est pas le partenaire le plus simple et que quand on leur téléphone, ils ont un tout petit peu tendance à s'assurer d'abord qu'on travaille avec l'agence, ils ne soutiennent pas qui la réforme des retraites, qui je ne sais quoi, et que du coup, il faut qu'on monte un tout petit peu, qu'on clarifie finalement la transparence du partenariat. Et puis, deuxième type de bailleur avec de partenaires avec lesquels nous avons établi des collaborations probablement assez riches, c'est les bailleurs sociaux, puisque ce qui regroupe l'ensemble des bailleurs sociaux, c'est engagé en l'espace d'un week-end et un peu plus dans une espèce de vaste campagne de popularisation de la vaccination auprès directement par des voies d'affiche, mais aussi par des voies de conviction à travers certains gardiens HLM, etc. Et ça, on voit bien qu'on a eu un mouvement un peu plus général qui s'est finalement focalisé dans la lettre que le directeur général a adressée à ce qu'on appelait, là encore, un peu sottement les acteurs de la société civile, et qui était un peu l'idée d'élargir largement ce champ de. Et puis, et là je reviens un peu aux questions posées sur la différence, on a essayé de multiplier des modalités pédagogiques et des modalités on va dire de coproduction de matériel ou d'adaptation de matériel. Ça allait de matériel multilingue évidemment. Ce qui semble là aussi l'évidence, je le redis, pour une administration publique, c'est pas forcément la chose simple, ça pose des problèmes très concrets, ça pose des problèmes voilà. Mais nous avons, je crois, beaucoup travaillé sur ce sujet-là, fait des permanences téléphoniques en libre accès pour les délégués de travailleurs migrants, fait des déclarations multilingues, un peu officielles entre les présidents d'association et la direction de la santé publique, mis en place ce qu'on appelait les médiateurs de lutte anti-Covid. Donc, toute une série de choses qui, finalement, nous ont amené des fois, je pense, dans la prise en compte d'un certain nombre de spécificités, d'adaptations. Je pense en particulier, donner ça paraît un peu parce anecdotique, mais dans les remontées, il nous est signalé rapidement que le début de la vaccination chez un certain nombre de foyers de travailleurs migrants correspond au moment du ramadan. Et que donc, un certain nombre d'obstacles se posent liés à l'idée que le ramadan contre-indique la vaccination. Nous avons dû inventer une communication commune avec la mosquée de Paris, qui s'est fortement engagée derrière nous sur la légitimité du vaccin et qui est allée répondre à des questions que nous ne nous posions pas, en particulier sur les composants du vaccin. Et là encore, je leur dis, j'en tire pas une gloire particulière, mais je trouve que le fait le fait d'arriver à abandonner toute posture, ou essayer d'abandonner toute posture trop institutionnelle, nous
nous amène à découvrir des voies pour faire une santé publique qui est un peu différente. Alors à ce stade-là, je vais essayer de pas trop prolonger. C'est difficile pour nous de tirer un bilan, d'autant plus que en dehors du fait que le loisir fait pour tirer un bilan est un peu réduit en ce moment, c'est peut-être pas encore la bonne période non plus. Cela dit, on a quand même quelques constats. Le premier, c'est que chez les personnes qui sont les personnes, là encore, en situation d'hébergement, en situation de demande d'asile, en situation de pré-travail en migrant, les personnes à rue, le résultat de la vaccination est insuffisant. Les taux de vaccination tels qu'on peut les estimer sur quelques coups de sondage sont plutôt de l'ordre entre 5 et 10 points en dessous, que ce soit en primo-vaccination ou en rappel de la population générale. Mais on est quand même dans quelque chose qui aurait pu être probablement bien pire si tout ce que j'ai essayé de décrire, qui a été très très fortement illustré par notre collègue, n'avait pas eu lieu. Mais dans le même temps, qu'une fois de plus, les inégalités de vaccination entre les territoires sont restées constantes et qu'elles ne se sont pas améliorées. Les dernières données qu'on a sur les écarts entre territoires par catégorie d'âge montrent que la Seine-Saint-Denis reste sous-vaccinée. Et si on parle de la Seine-Saint-Denis, mais si on va à l'échelle des communes, on a exactement les mêmes résultats. Les courbes qu'on a sont très inquiétantes. De ce point de vue-là, je pense qu'on est probablement en difficulté, qu'on est en difficulté pour des raisons qui sont des raisons probablement beaucoup plus vastes. On a guère d'autres indications, et c'est là-dessus que je terminerai tout à l'heure, sur d'autres indicateurs d'inégalité que les écarts territoriaux. Aujourd'hui, on n'a pas de données en particulier sur les écarts par catégorie socio-professionnelle. En tout cas, à ma connaissance, chez la région, on n'en a pas. Les écarts par catégorie socio-professionnelle, les écarts par origine, par communauté, ça on n'a pas de données extrêmement fortes. Il y a quand même deux points dans le bilan qui sont pour moi des points d'appui extrêmement importants sur lesquels nous, on souhaite, si j'ose dire, développer la stratégie à venir. Le premier de ces points, c'est le fait que quand même, il y a une espèce de conscientisation des facteurs d'inégalité, des mécanismes d'inégalité qui n'existaient pas avant. Moi, je gardais le souvenir quand je suis arrivé à l'agence, quand nous expliquions que la santé, c'était d'abord une question de logement, tout le monde dit oui. C'était d'abord une question d'emploi, tout le monde dit oui. Mais enfin, de là à imaginer que concrètement, comment ça se produisait, il y avait quand même un vrai gap. Aujourd'hui, le lien entre l'épidémie et le logement, tout le monde le connaît. Le lien entre le risque d'expulsion et l'épidémie, tout le monde le connaît. Je crois qu'il y a une espèce finalement de réification, de prise de conscience concrète des mécanismes d'inégalité qui va nous aider derrière. Et le deuxième point positif que je tire de cette affaire-là, avant de conclure, c'est le fait que le rôle de l'assurance maladie, là encore, je crois que ça renvoie un peu aux deux introductions. Je vais être très caricatural. Avant la crise, la sécurité sociale était pour tout le monde le parangon de l'administration administrante. Celle à qui on envoyait des bordereaux qui revenaient jamais, etc. Aujourd'hui, l'assurance maladie est probablement l'institution qui a fait le plus dans la réduction des inégalités de santé, parce que c'est elle qui a inventé des processus pour repérer les inégalités, pour aller téléphoner aux personnes. On a vu en Seine-Saint-Denis tout le personnel de la caisse d'assurance maladie se déplacer sur les parkings pour convaincre les gens montant dans la voiture d'aller se faire vacciner au vaccinariat de l'autre côté. On a vu des salariés de l'assurance maladie passer leur week-end à tenir des barnums en bas des cités pour monter avec les agents de l'agence dans les cages d'escalier pour discuter avec les personnes de vaccination. Autrement dit, l'assurance maladie, de mon point de vue, a retrouvé sa fonction de consensuelle auprès de la population, et ça, c'est pour nous un atout majeur en termes de santé publique. Et puis, pour conclure, finalement, à quoi est-ce qu'on s'est heurté? D'abord, je le redis, ne jamais oublier que la première règle que nous avions à faire appliquer était une règle d'équité liée à l'âge. La deuxième règle, deuxième chose à ne pas oublier, c'est les contraintes logistiques que nous avions et les lourdeurs auxquelles on a pu faire ça. Après, quelques leçons là-dessus. Le premier, c'est que, je vais revenir sur Doctolib en un mot, on ne peut pas séparer la mise en œuvre d'un outil technique des problèmes posés par l'appropriation sociale de cet outil technique. Autrement dit, là, pour le coup, ni la mise en œuvre de Doctolib de manière probablement insuffisamment socialement préparée, ni l'espèce de focalisation sur l'aspect technique ne permettait d'anticiper les inégalités. Le deuxième point, c'est que il me semble, le sujet est plus complexe. J'avais prévu de détailler un peu, puis je pense que j'aurais été confus. Mais il me semble que aujourd'hui, tout le monde est persuadé qu'il y a un enjeu d'inégalité sociale de santé,
mais tout le monde est persuadé qu'il est le seul acteur à pouvoir gérer les inégalités sociales de santé. Autrement dit, tout ça induit des postures qui font que chacun pense que les inégalités se régleront de son point de vue, et que du coup, quand vous avez une multiplicité d'acteurs à la manœuvre, ce qui est le cas sur la question de la vaccination, ça facilite un peu les jeux de posture, les jeux de déclaration qui n'ont pas été complètement aidantes, et que du coup, je crois qu'il y a vraiment nécessité de passer à la question d'une approche plus structurelle des inégalités. Et puis, je voudrais terminer sur deux sujets qui nous ont, de mon point de vue, fortement pénalisés. Le premier, c'est que quand même, on a bien vu la faiblesse des liens entre la recherche, la connaissance et l'action publique. Nombreux sont les universitaires qui, depuis la crise, ont critiqué, y compris dans les grands médias, l'action publique en disant que nous étions finalement producteurs d'inégalités, ce qui est un vrai sujet. Mais du côté de l'agence, on a énoncé les besoins de connaissances, on a énoncé des besoins de réponse, des besoins de clarification sur lesquels nous avons été souvent en manque de réponse. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est la question des discriminations. On a senti pour la première fois, il me semble-t-il, de manière explicite dans cette crise, que la question des discriminations, des ségrégations, la question du racisme, l'ensemble de ces sujets-là étaient des sujets qui étaient porteurs de dynamiques épidémiologiques spécifiques et qui dépassaient la question des catégories sociales, la question des quartiers, la question des territoires, etc. Nous avons, dès le début de l'épidémie, parce que nous sentions qu'il se passait quelque chose, y compris parce que ce sujet avait été, pour être tout à fait, ça se sentait dès les premières montées dans les services de réanimation. Nous avons lancé des appels d'une certaine façon à explication, à compréhension, à connaissance, et objectivement, les seules données qui ont été publiées dans l'urgence sont des données soit françaises, publiées un peu tardivement liées au lieu de naissance, soit des données étrangères, mais finalement sur les mécanismes qui lient épidémie et ségrégation, je trouve qu'on reste encore un peu sur notre fin. Et il en va de même sur la question des salariés précaires ou des entre guillemets petites gens. Comment est-ce qu'on peut comprendre leur résistance, leur questionnement? On a souvent eu plus d'informations d'une certaine façon remontant par les acteurs de terrain que ce qu'on a pu en avoir par une connaissance universitaire. Donc je pense qu'on a ces informations existent sûrement, elles sont sûrement produites, mais aujourd'hui, le lien entre les politiques publiques et les connaissances sur les inégalités reste probablement trop faible. Et puis je terminerai par là. Si on est un peu plus subtil, on dit on va essayer d'aller sur les territoires les plus défavorisés. Mais cette approche par les territoires ne me paraît pas suffisante et qu'en particulier, il nous manque d'une part une approche par les communautés et d'autre part une approche par le statut professionnel, le rapport à l'emploi. On a vu en particulier que certaines expériences de dépistage chez les salariés que nous avions conduit, que nous avions expérimenté, en particulier des dépistages chez les salariés précaires de Rungis ce matin très tôt, dans les centres commerciaux, etc., se heurtaient à des fiascos absolus parce que nous avions, par exemple, sous-estimé le poids de la crainte de la perte d'emploi chez les salariés. C'est-à-dire le fait que les gens ne souhaitaient pas se faire dépister parce qu'ils craignaient de perdre leur emploi. Et je pense que cette question du rapport entre, d'une part, les conditions de logement, d'autre part, les conditions d'emploi et la santé dans la construction de l'inégalité est quelque chose qui est trop occulté par l'approche par les territoires et qu'on aura à l'avenir besoin de creuser un peu plus sur ces sujets-là. Et de ce point de vue-là, on aura besoin de l'appui des chercheurs, des universitaires, de ceux qui formalisent la connaissance. Voilà. J'ai évidemment explosé mon temps, mais parce que vous m'aviez demandé de parler plus lentement.